cette séance nous donne l'occasion de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit à nos cliniciens et cliniciennes, la docteure Ricciuto. J'ai bien prononcé ce fois? Bon, docteur Ricciuto. Et peut-être que ce serait plus confortable, plus agréable. Voulez-vous vous avancer vers l'avant? Parce qu'on n'est pas un énorme groupe non plus, alors comment vous sentiriez-vous plus à l'aise? Alors, venez ici parce qu'on veut que vous apparaissiez à la caméra. Donc, cette séance est enregistrée. Donc, posez vos questions et croyez-moi, si vous posez ces questions, il y a quelqu'un d'autre qui se pose ces questions. Quelqu'un qui soit est en ligne en quelque part, qui suit nos discussions et ou qui va écouter l'enregistrement, voir la vidéo, puis qui aura les mêmes questions. Nous, nos rendez-vous actuellement sont trop rapides pour poser toutes les questions qu'on aimerait, mais voici l'occasion de poser des questions. Est-ce qu'il y a une première question? D'abord, je voulais inventer Yves, qui est membre du conseil. C'est elle qui va animer cette séance. Alors, allez, avancez-vous. Bon. Pour lancer la séance de questions, je vous encourage à poser toutes les questions que vous voudrez. J'étais à des rencontres comme celle-là aux États-Unis. C'était vraiment l'occasion rêvée d'avoir des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives de la part de vous-même, mais aussi de la part de nos spécialistes. Peut-être que dans un contexte clinique, vous n'auriez pas l'occasion de poser ces questions-là. Docteur Ricciuto, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais ça fait 3 ans que Sarah et moi-même avons gradué du Sick Kids. Mais un sujet de discussion pour nous, c'était ce concept de transition. Comment préparer l'enfant? Est-ce qu'on commence plutôt tôt ou plus tard? C'est quoi la meilleure façon d'aborder la transition selon votre expérience? Et qu'est-ce que Sick Kids, l'hôpital pour enfants à Toronto, qu'est-ce qu'il fait pour soutenir la transition vers les soins pour adultes? C'est une question importante, mais je vais commencer par dire qu'on pourrait améliorer la situation, pour être franche. Comme je l'ai dit plus tôt, le concept de transition, c'est un concept de transition graduelle au fur et à mesure que le patient grandit, vieillit, on peut leur montrer comment être plus autonome en termes de leurs soins. Côté adulte, un médecin va s'attendre du patient que le patient réponde à ses questions. Alors le patient doit bien comprendre sa condition, l'état des choses, ses médicaments, tout ça, pour donner plus d'indépendance. Et on veut donner plus d'indépendance graduellement aux jeunes aussi. Des fois, il y a moins de soutien direct du côté de soins pour les adultes. Des fois, il y a moins d'infirmières de disponibles. Nous, on est gâtés à l'hôpital Sick Kids parce qu'on a des infirmières qui sont disponibles pour répondre à des questions par courriel, par téléphone. Ils agissent comme intermédiaires entre le médecin et puis le patient. Alors que chez les adultes, il y a beaucoup moins de soutien comme ça. Normalement, ça va être la secrétaire du médecin qui agira comme intermédiaire avec le patient. Donc, des fois, les patients doivent défendre leur situation un peu et exiger davantage parce qu'il n'y aura pas l'infirmière là qui va faire le va-et-vient entre le spécialiste et le patient. Donc, de plus en plus d'indépendance, d'autonomie pour la patiente. Parfois, par exemple, vous pouvez faire la visite chez le médecin avec le patient seul, avec les parents à l'extérieur de la salle. Et c'est bien aussi de pouvoir présenter le médecin qui va s'occuper du patient dans les soins adultes avant de sortir des soins de pédiatrie. Nous, nos patients, actuellement, c'est moi-même et un des hépatologues qui va parler à la patiente. Par exemple, il y a des visites de transition qu'on met en place, qu'on prévoit avant la transition officielle. Il y a beaucoup de médecins spécialisés en inflammation de l'intestin,
Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de centraliser les soins. On a identifié un médecin côté adulte pour les problèmes d'inflammation chronique qui s'intéresse aussi à la cholangite. Et maintenant, on va envoyer tous nos patients à cette personne-là pour simplifier les choses. Et maintenant, on essaie de à rattacher le volet le volet intestinal et de cholangite pour faire pour que chaque patient ait accès aux deux types d'expertise si on veut. On n'a pas vraiment utilisé des outils formels si on veut, mais il y en a, ça existe. Une fois que l'essai pour la maladie intestinale va être fini, puis on voit que ces outils vont être plus efficaces, peut-être qu'on pourra faire une transition de ça vers le CSP aussi. Et l'idée d'un navigateur, ça peut être utile aussi. Identifier quelqu'un côté pédiatrique, soit chez nous, ce serait une infirmière professionnelle, diplômée, pour guider le patient dans la transition et comme point de contact aussi, comme intermédiaire durant le processus. Il y a une période à risque. La période de transition, c'est un moment où les gens se retrouvent plus souvent à l'urgence parce qu'ils sont pas encore sûrs de toutes les ressources qui sont disponibles et comment y accéder du côté des adultes. Donc, il y a des améliorations à faire, mais je pense que c'est en cours. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public ou sur Slido? Je vois rien sur le système Slido. Vous êtes pas hépatologue, vous êtes plutôt en la spécialité de gastro, dans le gastro-intestinal. Combien de temps ça prend avant une greffe? Je sais que chaque cas est un cas particulier, mais c'est un sujet de discussion dans le contexte de notre groupe et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Parce que sur Google, on voit, c'est 10 ans avant d'avoir une greffe, et puis on se dit, bon, quel âge aura mon enfant à ce moment-là? Et bon, c'est pas la réalité. Est-ce que il y a une estimation, selon ce que vous voyez dans le monde pédiatrique? C'est une question très importante. Je pense que le meilleur qu'on puisse faire, c'est de se référer à des études parmi les plus grandes, là, les plus importantes. Mais il y a des différences entre ces études. Par exemple, les biais de sélection, par exemple, les patients inclus, peut-être qu'ils étaient différents des autres patients qui ont la même condition médicale. Si il s'agit de patients qui viennent d'un centre de greffe, qui ont été suivis dans un centre de greffe, c'est pas la même chose que les patients suivis au sein de la communauté. Mais côté pédiatrie, la plus grande étude, c'est le consortium pédiatrique. Et cette étude, après 5 ans, c'est à peu près 10% des personnes qui avaient besoin d'une greffe et après 10 ans, 30% environ ont besoin d'une greffe. Un des défis lorsqu'on étudie une condition pédiatrique, c'est que c'est tronqué de façon artificielle à un moment donné quand les gens passent en transition vers l'adulte. Alors, il y a comme 4 ans, puis ensuite ils passent à un autre centre et ça devient difficile d'y suivre parce qu'ils changent vers le système pour adultes. Mais pour contourner ce problème-là, on travaille avec des données administratives, des données tirées de tout contact avec le système de santé. Et ça comble, ça fait le pont entre les soins pédiatriques et les soins adultes. Ça continue sans interruption. Donc, on veut voir ce qui se passe avec ces patients-là après leur transition à l'aide de ces données administratives. Bon, chez les adultes, avant une greffe, la moitié des patients auront eu une greffe en 15 ans à peu près. Mais on voit qu'on distingue ou on fait un diagnostic de cholangite vraiment dans les phases précoces de la maladie, avant que ça soit sérieux. Et maintenant, on est très prompt à mettre en place le CPRM, par exemple. Donc, on trouve la maladie plus tôt. Mais c'est révélateur de savoir quelle est l'évolution de la maladie
sur les premières quelques années pour voir si la maladie progresse rapidement ou lentement ou pas du tout. Des fois, il peut y avoir des changements qui sont pas vraiment spécifiques. Et avec le temps, il n'y a rien qui change. Ça bouge pas. Mais je pense qu'on trouve des cas de plus en plus modérés et précoces de la maladie plutôt que des cas sérieux et avancés. Poursuivre sur la question de Laurie, si je me rappelle bien, en octobre, quand nous avons eu la rencontre PSC, on se demandait si le cholangite en pédiatrie plutôt que chez les adultes, c'est peut-être pas la même chose exactement. Et ce matin, vous avez mentionné que parfois, on voit plus d'inflammation chez les enfants. Les statistiques pour la greffe en pédiatrie, est-ce que c'est similaire que ce qu'on voit avec les adultes? Si on est diagnostiqué adulte, est-ce qu'on pourrait durer plus longtemps ou moins longtemps avant un besoin d'une greffe? Bonne question. C'est difficile de répondre à cette question parce que la plupart des études, les gens qui commencent à l'enfance, ça a tendance à arrêter. Les données s'arrêtent au bout de 4 ans. Donc, c'est pas clair. Quand on a examiné notre cohorte, on regardait la partie initiale, bon, parce que ça génère des courbes et puis on garde le temps avant une greffe. Bon, la courbe adulte allait au-delà de 5 ans, mais chez les enfants, c'était 5 ans. Et la courbe semble assez comparable, la courbe initiale, qui disait que peut-être chez l'enfant et chez l'adulte, la progression de la maladie était similaire, mais non, ça va prendre plus de recherche pour pouvoir répondre à cette question, à savoir si la progression de la maladie est différente chez les enfants. J'ai l'impression qu'on trouve la maladie moins sérieuse chez les enfants, pas parce que c'est différent vraiment comme maladie, il n'y a pas vraiment différent chez les processus physiologiques sous-jacents sont similaires, mais on est plus attentif plus attentif à certaines enzymes, par exemple, chez les enfants. Donc, on fait une cholangiopancréatographie par résonance magnétique plus tôt. Bon, j'ai perdu mon idée, là. J'allais ajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Alors, ça va peut-être me revenir. Alors, peut-être que je vais poser une autre question. Nous avons parlé, et pour continuer sur ce que vous avez dit, la progression de maladies de l'enfance vers la vie adulte. Il y a des enfants qui ont un double diagnostic avec le EHI. L'antigène leucocyte humain, est-ce que c'est... Bon, il y a de nos enfants qui prennent du prednisone en dose importante. Comment ça évolue à fur et à mesure qu'ils vieillissent? Bon sujet. Moi-même et Dr. Hirsch s'intéressent beaucoup. Nous nous intéressons à ce sujet-là. Dernièrement, on a rédigé un article sur ce sujet. Ça dépend à qui vous posez la question. Les réponses vont varier. L'enseignement traditionnel au sujet on disait que la cholangite avec l'hépatite chronique active auto-immune, c'est une maladie différente. Mais ça fait partie d'un spectre plutôt. Ce sont des formes de CSP, mais il y a peut-être plus d'inflammation en pédiatrie. Des fois, je compare ça à la maladie de Crohn. Des fois, ça peut être fibrotique ou inflammatoire. Et ça peut être en phase où il y a la création de fibrose ou d'inflammation selon le moment. Alors, à un bout du spectre, c'est plus inflammatoire chez les jeunes, mais l'inflammation est réduite avec le temps, puis ce qui reste, c'est plutôt le côté fibrose, comme on voit chez les adultes. Mais bon, est-ce que les patients avec immunosupprimés, avec l'AIH et la cholangite, c'est pas quelque chose qu'on a fait jusqu'à présent. On ne sait pas si ça change les résultats à long terme.
c'est à peu près, c'est comparable dans le cas des patients avec la cholangite et l'hépatite chronique. Mais il n'y a pas de preuve convaincante d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut continuer à traiter. Ça n'a pas été démontré, mais on ne prend pas de chance. On traite justement pour. Mais on s'y approche différemment. Pour un patient qui a une hépatite chronique active auto-immune, c'est une immunosuppression qui dure toute la vie. On cible la normalisation des enzymes dans le foie. Si on tient la cholangite aux mêmes normes que l'hépatite chronique, ça peut faire une suppression. Mais peut-être que c'est un traitement qui n'est pas réaliste, qui n'est pas adéquat. Et peut-être retirer l'immunosuppression. Parfois, une biopsie du foie peut être utile. Si un patient cholangite AIH qui prend un traitement avec un immunosupprimant ou suppresseur, on essaie d'avoir les enzymes du foie. Est-ce que c'est juste la cholangite qui change le niveau d'enzymes ou est-ce que c'est l'hépatite chronique? Alors, ça prend un CPRM pour essayer de faire la part des choses. Donc, c'est un grand inconnu, mais c'est pas la même chose qu'une hépatite chronique active. Merci. Quelles sont les perspectives pour une procédure intermédiaire? On a entendu dire que le foie se régénérait facilement. Et c'est d'autres perspectives pour trouver des parties qui sont assez dégénérées, comme on l'a vu dans la diapo, et peut-être pour enlever ces parties pour que le foie puisse se régénérer de lui-même. Là, c'est à l'extérieur de mon domaine d'expertise. Je peux dire qu'il n'y a rien d'imminent à cet égard. Mais c'est quelque chose qui est probablement exploré et qui va peut-être venir à un moment donné, mais certainement pas à court terme. Mais c'est une bonne question quand même. On a une question de Slido. Est-il possible pour un enfant d'être né avec le CSP plutôt que de le développer plus tard? Ouais, on pense à ces conditions de CSP et de MIS-C comme étant des conditions acquises, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes au moment de la naissance. Mais les gens sont nés avec une certaine susceptibilité, une vulnérabilité. Euh, la génétique joue un rôle important, pas aussi grand que l'environnement dans le cas du CSP, mais c'est quelque chose qui se développe à une certaine période après. Bon, le moment de l'apparition varie beaucoup. Normalement, le plus souvent, c'est vers 40 ans chez les adultes, puis au niveau de notre cohorte pédiatrique chez les adolescents. Mais on a des patients aussi jeunes que 3 ou 4 ans. Généralement, c'est perçu comme étant une maladie multifactorielle. Il y a une prédisposition génétique et puis notamment au niveau de votre système immunitaire et puis toutes sortes de choses dans votre environnement entrent en collision et lancent la maladie. Je dirais également qu'il y a probablement des exceptions. C'est un peu comme la MIS-C. Si vous avez quelqu'un qui contracte la maladie à un âge très, très, très jeune et que c'est un phénotype extrêmement grave, ben, on a des cas qu'on appelle monogéniques, c'est-à-dire qu'il y a un gène particulier qui cause la maladie. Ceci n'a pas été vraiment démontré dans le cas du CSP, c'est plus commun dans le MIS-C, mais il y a des exceptions où le gène joue un rôle beaucoup plus important. Et dans le cas, ben, généralement, le gène joue un rôle moins grand que les facteurs environnementaux. D'autres questions dans la salle? Ben, j'aimerais ajouter une autre question et puis vous pouvez passer à d'autres. J'ai trouvé ça intéressant parce que le Dr. Hirschfeld a
parler du fait que le CSP et le MIC sont en fait une seule maladie qui se présente dans deux organes différents. Pourriez-vous commenter sur la recherche sur le microbiome? Est-il important de contrôler la colite s'il y a un CSP déjà présent? Et peut-être quelques commentaires sur la colite microscopique. Je sais que lorsque nos enfants subissent différentes colonoscopies, il y a différentes idées sur jusqu'où on peut aller avec la colite microscopique. Alors, ça va être un domaine d'expertise. J'aimerais entendre vos commentaires. Ben, il y a encore un peu de controverse, mais la plupart des gens diraient qu'on croit que le CSP MIS-C, c'est une maladie qui se manifeste dans deux endroits et que c'est avec les mêmes processus sous-jacents. Je crois que cette position devient de plus en plus majoritaire. Bon, la génétique, le microbiome, les phénotypes, etc. En ce qui concerne la relation entre le foie et l'intestin, on croit qu'un intestin sain peut aider un foie sain. Il n'y a pas, par contre, de qualité d'études suffisantes pour encore conclure, mais on croit que c'est une question qu'on doit se poser. La relation entre colectomie et la chute du CSP, ben, c'est quelque chose qui se passe maintenant entre l'intestin et puis le foie. Et enlever le côlon dans l'équation, ça améliore vos chances. Bon, on a cette idée, par exemple, de traiter la cible. On a des cycles où on traite les gens, on réévalue, si on n'a pas atteint notre cible, on change quelque chose dans le traitement. À l'époque, notre cible, c'était de faire en sorte que les gens se sentent mieux, qu'ils n'aient pas de symptômes. De plus en plus, nos cibles deviennent de plus en plus profondes. Par exemple, la guérison de la muqueuse, par exemple, faire une colonoscopie, s'assurer que le tissu reste assez normal. On a maintenant la même perspective du côté du CSP. MIC, dans le cas du MIC, par exemple, ça peut éviter des inflammations soudaines à l'avenir, ça peut protéger le foie et contre le cancer du côlon. Alors voilà, c'est l'objectif. Alors je crois que cette idée de cibler, de traiter en fonction de la cible et réévaluer, puis de faire des changements si on n'atteint pas notre cible. Jusqu'où peut-on aller? C'est une question intéressante, surtout dans le cas du CSP. Ici, dans la plupart des bisous-décès satisfaits, si on voit une mucose normale. S'il y a encore des changements microscopiques dans la biopsie, généralement, on ne changerait pas le traitement pour ça. Mais je crois que ce serait plus inconnu dans le CSPVC. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui détermine le risque accru de cancer du côlon dans le CSPVC. Est-ce que l'inflammation microscopique peut jouer un rôle potentiellement? Alors, s'il y a une façon facile ou un cheminement qui nous permet de cibler cette inflammation microscopique et de tenter de guérir au niveau microscopique, ce serait raisonnable. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Lorsqu'il s'agit des thérapies pour le si on voit bien avec un traitement, on jette un peu au dé pour savoir si la prochaine chose va marcher aussi. Alors, est-ce qu'on risque d'abandonner les progrès qu'on a fait sur ce traitement pour faire un peu mieux pour le prochain traitement? Alors, ce ne serait peut-être pas le cas. C'est la discussion qu'on a entre patients et médecins. Mais je crois que plus les tests sont en santé, mieux sera la situation générale. Pour le microbiome, il y a de la recherche qui est effectuée sur les greffes fécales. Pour le MIC, c'est encore dans le domaine expérimental. Alors, ce n'est pas un traitement disponible présentement, mais c'est quelque chose qui va venir potentiellement. Très bien, merci. Une question de suivi. Vous croyez que le CSP et le MIC qui est associé, c'est la même chose? Y a-t-il d'autres organes ou régions du corps où l'inflammation serait possible à partir du CSP? Ça, c'est une bonne question. Non, je n'ai pas vu de cas semblable, mais la question me fait réfléchir. Il y a peut-être d'autres conditions parallèles qui sont assez comparables. Par exemple, l'axe
interarticulation. Il y a des patients avec le MIS-C qui peuvent avoir de l'arthrite. Y a-t-il un lien entre les deux? Par exemple, une fuite des intestins qui déclenche une inflammation dans les articulations. Il y a de la littérature sur le MIS-C et les personnes avec l'arthrite qui aussi ont plus tendance à avoir des colites et surtout du côlon droit. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose dans ce côlon droit qui déclencherait ou fait, qui fuit et qui déclenche l'inflammation ailleurs dans le corps. Mais le CSP est associé à un risque d'autres conditions auto-immunes, comme la thyroïde. Mais pour le CSP ici, ensemble, on ne voit pas beaucoup d'inflammation à l'extérieur, aucune qui n'a encore été décrite au moins. D'accord? Alors, une autre question de suivi sur celle-ci. Est-ce qu'une susceptibilité accrue aux, aux maladies auto-immunes influence-t-elle votre approche par rapport au diagnostic, au traitement et à la prise en charge à long terme de ces patients? Présentement, ce n'est pas recommandé de faire un dépistage pour d'autres conditions parce que le taux n'est pas nécessairement suffisamment élevé pour que ça en vaille la peine. Mais par exemple, on pourrait avoir un indice plus grand de suspicion. Si quelque chose ne va pas, s'il y a des symptômes bizarres qu'on ne peut pas expliquer, gardez en tête qu'il y a cette coexistence avec d'autres conditions auto-immunes. Et il y a aussi l'importance des soins multidisciplinaires. Si vous avez plusieurs conditions, il faut s'assurer que tous les membres de l'équipe, que tous les médecins sont à la même page lorsqu'ils s'occupent du patient ensemble. C'est quelque chose qu'on tente de faire à l'hôpital pour ces kids dans le cas du foin et pour pour les articulations. Euh, c'est difficile à faire si quelqu'un à l'extérieur de la profession gastro-intestinale, mais il faut s'assurer que tout le monde est à la même page. Une autre question qui a été soulevée dans notre groupe de pairs également, est-ce que la santé mentale du patient, hum, un facteur lorsqu'il y a une visite, y a-t-il du soutien qui est offert par l'hôpital dans le cadre d'une approche multidisciplinaire aux soins? Oui, Sarah a toute une séance sur la santé mentale juste après. Elle sera en meilleure position pour répondre. Je crois que les ressources dépendent vraiment de chaque centre. Je crois que nous sommes très chanceux à l'hôpital pour les enfants malades d'avoir accès à des gens comme Sarah, qui est une psychologue de la santé qui s'intéresse au CSP et au BC. Nous avons également un psychiatre qu'on rencontre une fois toutes les 2 semaines. Alors, certainement, si on voit qu'il y a des inquiétudes, des préoccupations par rapport à l'humeur ou l'ajustement à une nouvelle maladie chronique, bon, on tente de contacter ces gens rapidement. Sarah anime des groupes de soutien par des pairs. Ça peut être fait virtuellement. Et bien sûr, on encourage tous les gens s'ils ont des ressources dans leur communauté ou via leur pédiatre ou leur médecin de famille. Mais c'est une partie importante du casse-tête. Mais ça dépend vraiment des établissements. Sarah pourra en parler davantage dans la prochaine séance. Merci, très bien. Une autre question, donc. J'aimerais que les ados se posent cette question-là dans leur propre séance. C'est lié à la consommation d'alcool. Et quelles seraient vos recommandations? Je sais qu'aux États-Unis, tout particulièrement dans le cas de gens qui sont sur une greffe, ils sont beaucoup plus stricts qu'au Canada au niveau de l'abstention. Pourriez-vous commenter? Eh bien, un commentaire, un conseil général pour l'alcool s'il y a une maladie du foie. Ben, ne pas boire d'alcool, c'est très bien. Mais en temps d'être réaliste avec nos recommandations, les deux types de consommation d'alcool qui peuvent vraiment nuire au foie, ben, c'est le gavage de l'alcool et aussi la consommation régulière de quantité considérable régulièrement. Bon, boire socialement ici et là, bon, pour être réaliste encore, ce qui serait le moins dommageable de la consommation d'alcool dans le contexte d'une maladie chronique du foie. Et j'ai travaillé, ben, vous connaissez peut-être le docteur Kadak, c'est une hépatologue avec qui j'ai travaillé, qui malheureusement a déménagé pour travailler à Philadelphie. Mais en tout cas, elle dit toujours, si vous allez faire quelque chose, ce qui vous fera le moins de tort, c'est la marijuana, comparé à l'alcool ou d'autres drogues, juste pour être réaliste. Et à part ça, si on veut faire des choses pour garder votre foie en santé,
Il ne s'agit pas seulement de choses comme l'alcool. Il faut également tenter de maintenir un bon poids parce que les, cela peut toucher effectivement le foie. Alors, bon, un bon régime alimentaire, où il y a beaucoup d'antioxydants, cela aide toujours. Et nous avons une question sur le dépistage des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs. Ça court dans la famille. Ben, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Il n'y a pas de risque. C'est rare que le risque, ben, il y a certains risques plus accrus chez la fratrie, mais bon, c'est quand même assez rare. Mais disons qu'on aurait peut-être un seuil beaucoup plus bas pour faire une enquête si on voit des symptômes. Mais encore une fois, la génétique joue un rôle beaucoup plus petit que l'environnement. D'autres questions dans la salle? Mary, une question très peu scientifique. Ont des jeux de table que plusieurs personnes, que CSP, des pairs en jouent, et, et ça s'est retourné au diagnostic pour se demander, mais quel était l'événement déclencheur? Je suis curieuse parce que vous voyez probablement beaucoup de patients CSP lorsqu'on les explore pour le CSP, parce que c'est plus facile de détecter les symptômes ici. Qu'est-ce que vous entendez des parents? Est-ce qu'ils viennent vous voir et vous dire, ah, ça c'est tout juste arrivé, c'est ça qui s'est passé récemment, qui pourrait avoir un lien? Est-ce que vous êtes intéressé à vous joindre à notre jeu? Je crois que je peux répondre cela un peu plus pour le côté d'ici. Encore une fois, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a fait, mangé ou quelque chose du genre. C'est beaucoup plus complexe que ça qui est à l'origine. Personne ne peut jamais être blâmé pour cela. Mais une anecdote qu'on entend parfois, c'est les voyages. Les voyages, vous avez été à l'étranger, puis vous avez attrapé quelque chose et des choses n'ont jamais été normales par la suite. Ça ne veut pas dire que le virus que vous avez attrapé soit la cause, mais ça a peut-être déclenché quelque chose. Ça a peut-être déterré quelque chose qui était déjà présent. Et ça, c'est probablement la principale chose que j'ai à dire. Très bien, merci. Il y a une question portant sur le régime. Il y en a une ici. Est-ce que les sucres ou les édulcorants artificiels sont plus nuisibles? Je sais que vous avez commencé à parler sur les effets d'un régime alimentaire. Y a-t-il des régimes alimentaires qu'on devrait considérer pour nos enfants? Qu'est-ce qui serait le plus sain et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, encore une fois, on n'a pas de solution magique là, pour le régime. Ce sont des recommandations générales. Je dis généralement à mes patients, si vous voulez un régime à suivre, pensez au régime méditerranéen. Beaucoup de grains entiers. On peut les voir, puis on peut reconnaître ce que c'est. Ce ne sont pas des choses transformées qui sortent d'une boîte. Beaucoup de légumes et fruits frais. Et encore, pas trop de viande rouge, pas trop de produits laitiers, beaucoup de protéines de plantes, c'est très important aussi. Alors, c'est nos recommandations générales pour le régime. Et c'est le conseil qu'on donne à nos patients CSP ou BC. C'est utile, en fait, pour n'importe quelle maladie chronique. Il n'y a aucun régime particulier au-delà de ce qui s'est avéré être efficace pour le CSP. Dans le cas de BC, par contre, oui, surtout avec la maladie de Crohn, certains types de régimes sont utiles, mais dans le cas du CSP BC, j'ai fait simplement les recommandations générales que j'ai faites. Bon, maintenant, une consommation très élevée de sucre et même parfois de fruits peut contribuer au gras dans le foie. Et les édulcorants artificiels, ben ça fait partie de la catégorie des repas des ultra transformés. Alors, ce n'est pas bon. Ceci porte sur la question de Mary un peu plus tôt, puis ensuite votre réponse. C'est généralement l'environnement. Vous avez parlé de voyage, parce que vous dites de voyager, surtout un changement d'environnement, parce qu'un médecin peut dire, par exemple, on pense à un autre pays, mais si dans mon cas, je suis déménagé en Colombie-Britannique pour l'école juste avant mon diagnostic. Était simplement le changement d'environnement. Lorsqu'on parle de voyager ou d'aller dans un autre endroit,
Ben, je ne veux pas insister trop là-dessus. Je ne crois pas que le voyage est la cause. C'est simplement que ça vous permet peut-être d'être à quelque part. Mais je ne suis pas certaine. Plus le changement de votre environnement et des choses que vous exposez change, peut jouer un rôle. Mais je pensais par exemple aux patients qui voyagent dans d'autres pays et qui ont la diarrhée du voyageur, et puis les choses ne se règlent pas. Puis... Mais bon, je ne sais pas que le voyage en soi est la cause. Et puis, nous savons, c'est une question de suivi sur le régime et les sur les probiotiques et prébiotiques dans le régime des personnes qui ont le CSP ou le MISI. Les réponses ne sont pas très satisfaisantes. Il n'y a pas de solution miracle. Bon, les prébiotiques ou les probiotiques n'ont pas été encore démontrés comme étant vraiment bénéfiques pour ni une condition ni l'autre. Puis, il y a peut-être un peu plus de données concernant la colite ulcéreuse ou les qui ont ce qu'on appelle le pouchitis, une inflammation du sac. Les probiotiques peuvent aider là. Mais à part cela, mm, non, ça ne semble pas changer la trajectoire de la maladie. Je dirais que si ce n'est pas dommageable, si vous êtes intéressé à l'essayer, allez-y. Mais moi, je vois ça comme étant plutôt, non pas le traitement principal, mais un traitement d'appoint. Plusieurs patients et beaucoup d'autres gens peuvent avoir un syndrome d'intestin irritable. C'est une situation où votre intestin n'a pas d'inflammation, mais vous avez des douleurs, de la diarrhée. Là, les probiotiques peuvent être utiles. On peut s'en servir dans ce contexte pour s'attaquer aux symptômes davantage que de s'attaquer à l'inflammation sous-jacente. Un peu dans le même ordre d'idée, que pensez-vous des suppléments? On parle de vitamine D, de calcium, on sait que c'est important pour la santé des os. Mais dans notre expérience, parce que ce n'est pas prescrit, puis on n'est jamais trop certain, quelle est l'importance de suivre les recommandations concernant les suppléments? En tout cas, il n'y a pas encore de solution miracle, mais on croit que la vitamine D, on croit vraiment que la vitamine D est bon, c'est bon pour vous pour toutes sortes de raisons. Et ici, bien sûr, on est déficient au Canada, surtout dans des mois d'hiver. Il se semble avoir certains avantages pour les fonctions immunitaires. On le recommande pour tous les patients avec le MIFI et le CSP. Puis on vérifie régulièrement les niveaux, puis on recommande d'ajouter des doses jusqu'à ce qu'on atteigne la cible. Ça, c'est les sur lesquelles nous avons des convictions les plus solides. Mais ensuite, le calcium. Ce n'est pas tellement associé à la maladie elle-même, mais parce que la plupart des ados et des enfants ne reçoivent pas assez de calcium. Voilà, ce sont les deux choses que nous recommandons. Si les gens veulent un supplément avec des multivitamines, ben, ce n'est pas un problème, mais ce seraient les deux principales à recommander. D'autres questions? Bon, je crois que c'est ça, Marie. Oui, alors on va terminer et on va attendre qu'on échange. J'espère que vous avez pris plaisir à discuter avec votre premier groupe. Cet après-midi, on a Sarah Ahola Cahoot et Dr. Cahoot est psychologue et scientifique avec la Medical Psychiatry Alliance à l'hôpital torontois de Sick Kids. Elle enseigne aussi à l'Université de Toronto. Elle s'intéresse aux thérapies et aux programmes pour soutenir la qualité de vie des enfants souffrant de problèmes de santé chronique ainsi que leur famille. Sa recherche met l'accent sur le soutien physique, émotionnel et social pour ces enfants. Aujourd'hui, Dr. Cahoot va nous parler de sa recherche sur le mentorat en ligne, des programmes entre pairs et la présence d'esprit, le mindfulness en anglais, et des thérapies fondées sur la présence. Aussi, elle fait la promotion de recherche auprès des enfants avec des maladies chroniques. Merci d'être venu. Je suis une psychologue dans le domaine de la santé. Et ce que j'aime de mon travail, c'est que
J'ai toujours épaté de voir à quel point ces jeunes peuvent être résilients, robustes et résistants. Alors je me suis dit, on m'accorde un peu de temps avec vous, alors je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me rendre utile? Ben, je me suis dit que je pourrais vous parler d'un coaching émotionnel pour les jeunes qui vivent avec la cholangite sclérosante. En général, j'aime commencer mes conférences en rappelant à tout le monde que nos cerveaux sont organisés pour permettre notre survie. Si on n'est pas heureux tout le temps, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de pas correct. L'état par défaut, l'état naturel du cerveau, c'est de se défendre contre les risques, les sources de danger. Et quand quelqu'un qu'on aime est malade, toutes nos défenses sont activées. Et lorsqu'on est stressé aussi, on a tendance à en arriver à des jugements très rapidement, prématurément. Si un ours nous court après, par exemple, notre cerveau doit prendre des décisions, des jugements très rapides. Est-ce que je cours à gauche ou à droite? Ma survie peut en dépendre. Donc, quand on est stressé, c'est typique de faire des jugements de façon prématurée. Et parfois, ça peut nous donner un biais négatif et faire en sorte qu'on pense toujours au pire cas imaginable. Et quand on est anxieux et stressé aussi, notre cerveau pense tout de suite au problème qui est le moins facile à régler. Et bon, on pense à à tous les problèmes et les solutions éventuelles, mais ça peut nous rassurer, mais à long terme, c'est pas bon. L'incertitude, on est allergique à ça. On aimerait savoir ce qui s'en vient, ce qui nous attend devant nous. Les gens qui sont considérés comme sains d'esprit et en bonne santé mentale aiment penser qu'ils savent ce qui les attend demain, la semaine prochaine et ainsi de suite. Mais pour les jeunes, pour ce qui va leur arriver, ils pensent à ça en termes de la progression de leur maladie. Et vous savez, des fois, les ados veulent s'éloigner de vous, là. Mais moi, je peux vous dire que moi, je suis dans la quarantaine et pourtant, quand je me sens mal, j'appelle mes parents. En quelque part, je veux que mes parents soient pas trop loin. S'il faut que j'appelle au secours, je veux être assuré qu'ils sont pas loin, justement. Mais aussi, je veux m'en éloigner, être avec mes pères, avec les jeunes. Mais à quel moment est-ce qu'on intervient pour les aider, les jeunes, ou plutôt les laisser faire les erreurs qu'ils doivent faire pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent mieux la vie et leur situation? Souvent, ce qui est perdu dans tout ça, c'est que il y a le deuil. Quand quelqu'un meurt, quelqu'un qui nous est cher, on ressent un deuil. Mais lorsqu'on vit avec une maladie chronique, il y a beaucoup de petits deuils relatifs. Et c'est une partie inévitable de la vie, finalement. Et peut-être que ça va vous sembler du pessimisme, mais il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut travailler. Parce que ces jeunes apprennent très tôt qu'ils vont créer la vie qu'ils veulent se donner. Et ça peut être utile. Donc, en tant que psychologue dans le domaine de la santé, moi, j'entends tout ce que les ados disent à votre sujet, puis ce qu'ils aimeraient dans leur vie, dans leur situation. Et ce que je dis, moi, aux parents et aux gens qui s'occupent de ces jeunes-là, oui, ils veulent vous parler, ils veulent vous livrer tous les détails de ce qu'ils ressentent. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous parlent pas? C'est parce que vous essayez toujours de corriger tout, de le ramener dans la bonne voie. Mais véritablement, vos ados veulent tout simplement extérioriser ce qui se passe dans leur vie. Puis ils veulent que vous écoutiez tout simplement, sans intervenir. Moi, j'ai pris l'habitude avec mes enfants, des fois, je vais carrément leur poser la question, parce que je ne sais pas, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras? Est-ce que tu veux être écouté? Ou est-ce que tu veux que je t'aide? Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Peut-être juste une fois, ils m'ont dit, je veux que tu m'aides. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils veulent déverser sur moi leur trop-plein d'émotions, leurs problèmes, leurs préoccupations, et que je les tienne dans mes bras pour les rassurer. Une fois, une jeune personne m'a dit, il a dit, pour moi, j'ai l'impression d'essayer d'apprendre à nager, et mes parents sont là sur le quai, et ils essaient de me dire comment faire, comment nager, quoi faire, alors que je suis là à demi submergé. Alors tout ce que je veux, c'est que mes parents se mouillent avec moi, en même temps que moi. Alors, sauter du quai.
pour reconnaître que pour les jeunes, c'est difficile. Il n'y a rien d'évident pour les jeunes. Ça semble peut-être très simple, mais c'est pas facile. Surtout quand vos jeunes viennent vous voir et leurs problèmes, pour vous, semblent faciles à régler. Mais c'est pas ça qu'ils veulent entendre à ce moment-là. Ils veulent vous entendre confirmer que oui, c'est pas facile, c'est délicat comme problème, la réponse est pas évidente, une forme d'empathie. Et des fois, vous avez envie de leur demander s'ils veulent de l'aide pour régler le problème. Et ce qui est difficile, c'est que s'ils disent non, n'intervenez pas. S'ils disent non, non. J'aimerais vous parler du coaching émotionnel. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vous livrer les principes essentiels. C'est une approche en 5 étapes. Il y a beaucoup de ressources éducatives et de livres là-dessus, mais ça n'a pas besoin d'être fait nécessairement dans l'ordre que je vais présenter, mais c'est quelque chose que vous pourriez peut-être intégrer dans votre vie et vous en servir. La première étape, c'est de se conscientiser au sujet des émotions de votre enfant, tout en restant calme vous-même. Chez les jeunes, s'ils remarquent que leurs parents commencent à être visiblement anxieux, les jeunes deviennent plus anxieux aussi. Ou leurs parents leur disent tout d'un coup, non, c'est correct, tout va bien. Quand les choses vont bien, quand tout est correct, je pense pas que les gens viennent par hasard vous voir pour dire, ah, ça va bien là en ce moment. Pour les jeunes, ça veut dire que c'est plutôt un signe comme quoi ça va pas très bien. Et aussi, je pense que je ne demande pas aux gens de mentir ou de ne pas leur communiquer votre crainte, mais c'est d'être honnête plutôt et puis de faire comprendre qu'ensemble, vous pouvez vous attaquer à un problème, vous pouvez vous comprendre. Aussi, il faut essayer de comprendre quelle est la fonction de l'émotion ressentie par l'enfant. S'ils argumentent avec vous ou ils sont très colleux, est-ce qu'ils essaient de s'approcher de vous, que vous vous approchiez d'eux? Les choses qui font les agissements visent quoi? Souvent, il y a une sorte de... Ils recherchent une forme de rassurance où ils veulent vous attirer vers eux, mais bon, d'une façon plus cool là, que de simplement demander « Maman, papa, peux-tu m'aider? » Donc, prendre un moment pour réfléchir puis essayer d'identifier le pourquoi de leur agissement, de leur attitude à ce moment-là. La deuxième étape, c'est un peu comme en immobilier, c'est d'établir des relations. À tous les fois qu'il y a des émotions difficiles pour les jeunes personnes, c'est l'occasion pour vous de créer des liens, d'être en relation et d'être la personne qui, tout simplement, écoute et qui dit « Ouais, je comprends, c'est pas évident, je sais », tout en se rappelant que quand nos enfants sont en colère, ça ne veut pas dire qu'ils nous désobéissent ou ils remettent en question notre autorité. La colère, souvent, c'est l'émotion la plus facile à montrer, à exhiber. Si nos jeunes ont peur, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, on n'est pas un bon parent ou on ne fait pas ce qu'il faut. Non, des fois pour eux, les choses sont épeurantes et la tristesse, c'est pas quelque chose qu'il faut corriger toujours. C'est pas quelque chose de négatif toujours. Il faut faire comprendre aux jeunes que c'est correct d'avoir des émotions. C'est pas bon ou négatif. C'est correct d'avoir des émotions et les émotions vont fluctuer. C'est la vie. Moi, je travaille en GI. Quand on ajoute une touche d'humour lorsqu'on parle de sentiments, d'émotions, ça peut aider les jeunes à se livrer, à s'ouvrir. Et c'est mieux de sortir ces choses-là plutôt que de les embouteiller, des réprimer. Reconnaître une émotion, de façon inhérente, à ce moment-là, ça va soulager cette émotion-là et l'intensité de l'émotion va baisser. Pour remarquer ces étapes-là, ces phases-là, se chevauchent et puis ça peut être utilisé à bon escient selon les circonstances, dans vos circonstances. Écouter et de valider les émotions de l'enfant, ça ne veut pas dire se mettre d'accord avec eux ou que vous approuvez de ce qu'ils disent. Non, c'est simplement
d'avoir un moment d'écoute réelle et d'essayer de comprendre plutôt que d'essayer de répondre. Et si vous arrivez à un moment où vous avez aucune idée de quoi répondre, simplement répétez ce qu'ils vous disent, eux. Si vous vous trompez, on le sait, les enfants vont nous le dire très rapidement. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça que je t'ai dit. Ils vont vous le dire. Mais si vous voulez prendre une chance, vous pouvez toujours dire, attends, je sais pas, est-ce que tu veux dire telle chose? Aussi, ça peut être très utile dans des moments pareils. C'est une bonne chose d'essayer d'aider le jeune de mieux comprendre, essayer de déchiffrer ce que c'est. Le jeune va peut-être dire j'ai peur ou je suis en colère ou je suis anxieux. Ajouter certains mots, ça va faire en sorte que la partie, engager une partie plus raisonnable, une réflexion chez le jeune, plutôt que simplement ventiler l'émotion. Et bon, il faut répéter que les émotions, c'est pas négatif ou positif. Tout le monde a une gamme d'émotions différentes et souvent, les émotions sont accompagnées d'un autre élément et il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Et enfin, l'étape 5, c'est souvent l'étape qui est la première pour certaines personnes. Moi-même, si je suis vraiment frustré, je saute à l'étape 5 spontanément. La 5 devient la première souvent. Donc, établir des limites, c'est important parce que les émotions, c'est jamais bon, pas bon, mais ce qu'on en fait, notre façon de les gérer, c'est ça qui peut causer des problèmes. Et en plus d'une vie avec une maladie chronique, même si vos jeunes n'aiment pas les limites, les contraintes, lorsqu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, ça vraiment, ça leur fait peur. Ça les dérègle, ils deviennent déboussolés parce que s'il n'y a plus de règles, s'il n'y a plus rien, le jeune se dit, mon Dieu, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Pourquoi? Probablement parce que je suis malade et ça doit être sérieux. Donc, il faut avoir cette constance dans les règles, dans les limites. Ça les stabilise. Il y a des fois qu'il faut avoir une conversation avec le jeune. Bon, il y a quelque chose qu'ils font là, dont vous désapprouvez. Et puis vous pouvez leur demander qu'est-ce que tu espères faire en agissant comme ça. Voyez, posez-leur la question. Peut-être qu'ils auront une réponse, mais si vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils veulent en agissant comme ça, qu'est-ce qu'ils visent, et ils disent je ne sais pas, ils seront plus enclins à vous écouter. Mais des fois, il y a des situations où il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de façon de régler la chose, mais tout simplement de vous asseoir, écouter véritablement, établir le lien, souvent c'est suffisant. Reconnaître leur frustration, leur émotion, parfois c'est suffisant, c'est tout ce que ça prend. Donc, puisque le temps passe et vite, j'en dirai pas plus long, mais pour mettre tout ça sur la même diapo, c'est cette notion d'abord de prendre connaissance de ce qui se passe, quelles sont les émotions qui surviennent chez l'enfant et d'où viennent-elles possiblement ces émotions, qu'est-ce qui les cause. Deuxièmement, savoir que c'est l'occasion d'établir des liens, approfondir votre relation. 3, c'est d'écouter véritablement. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord, simplement reconnaître leurs émotions, les aider à trouver les mots adéquats pour exprimer cette émotion-là. Vous pouvez les aider à régler le problème. S'ils veulent pas, laissez faire. N'intervenez pas plus. Souvent, les jeunes avec qui je travaille, moi qui vivent avec la cholangite, et j'ai entendu ça plus tôt aujourd'hui, quelqu'un disait, quand ils sont épuisés et ils veulent rien faire, qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Est-ce que c'est une de ces situations où on doit les laisser rester à la maison ou est-ce qu'on les force à aller à l'école? Mais dans cette perspective dont je vous parle, et ça c'est probablement, là bon, ça se passe généralement le matin quand tout le monde est bien pressé, essayez de
voir si vous pouvez trouver 30 secondes ou une minute pour essayer de voir ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ressentent, ce qui les anime à ce moment-là. Ça va vous donner une idée peut-être plus claire à savoir quand il faut être plus tolérant et compréhensif ou insister un peu plus sur la discipline d'aller, par exemple, à l'école ou faire autre chose. Je voulais laisser assez de temps pour répondre à vos questions, mais certains facteurs à considérer pour vous-même, pour alimenter votre réflexion. Pensez à des situations que vous avez vécues, ou qu'est-ce qui pourrait sous-tendre les émotions que vous constatez chez vos jeunes. Qu'est-ce que vous faites en ce moment qui pourrait ressembler un petit peu à un coaching émotionnel comme ça? Je suis persuadé que vous utilisez déjà certains de ces aspects. Je suis pas là pour vous montrer quelque chose de nouveau en tant que tel, mais plutôt pour vous encourager à agir plus à l'avantage de l'enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau que je vous ai communiqué, mais je peux vous dire une chose. Sans, sans enfreindre la confidentialité, on a l'impression qu'on devrait faire ci, faire ça, et c'est important d'agir comme ceci. Et comme je disais aux gens en haut, il faut arrêter de se chier dessus là, comme ça. Quand on se dirait, il faudrait que je fasse ci, je devrais faire ça, posez-vous la question, est-ce que je dois ou est-ce que je veux faire ça? Et si la réponse c'est non dans les deux cas, peut-être que il faudrait abandonner certaines notions, là, certains je dois et il faut que. Alors, merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, qu'il s'agisse de soins des jeunes avec le cholangite ou travailler avec la psychologie des jeunes. Ça, c'est peut-être pas pour les patients en pédiatrie, mais nos jeunes adultes à la conférence nous disaient arrêtez de nous demander comment ça va, comment on est. Avez-vous des suggestions? Si on peut pas leur demander comment ça va, si on veut respecter cette demande-là, bon, je suis d'accord à 1000%. Vous devez être confiant que vos enfants vous le diront s'ils ressentent la douleur ou un épuisement ou s'ils se sentent tout croche. Plus vous leur demandez comment ça va, plus vous mettez l'accent sur toutes les choses auxquelles ils veulent pas penser, toutes les choses qu'ils préfèrent oublier. Alors souvent, lorsque c'est une situation où le parent ou la personne qui prodigue les soins, bon, cette personne-là peut simplement cesser de poser cette question-là. Comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Si l'idée de rester, de ne pas jamais poser la question, si ça vous trouble trop, bon, il peut y avoir un moment spécifique de la journée où vous pouvez sonder le jeune, lui demander comment ça va. Pas le matin, mais ça va être comme le moment de la vérification là, quotidienne. Là. Ça pourrait être vers 6 heures, quelque chose comme ça. Une autre façon de procéder pour ça aussi, c'est d'avoir une sorte de thermomètre, un dessin de thermomètre sur le frigo. Et à chaque jour, ils peuvent indiquer où ils sont sur le thermomètre. Si c'est 10 sur 10, par exemple, au haut du thermomètre, c'est super, je me sens très bien. À 0, ça veut dire non, ça va très mal. Alors, ça peut être une jauge comme ça que le jeune déplace et ajuste selon son état du moment. Ce sont des jeunes qui ont affaire au système médical fréquemment. Donc, presque par définition, dans leur vie, la question principale, c'est toujours qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut corriger. Mais il faut qu'ils puissent savoir reconnaître les choses qu'ils font, qui sont bonnes, qui sont positives, et que nous aussi, on les reconnaît, ces choses-là. Parce que même si c'est une mauvaise journée pour le jeune, on peut lui faire comprendre qu'il peut faire quelque chose pour prendre soin d'eux-mêmes. Parce que ces gens-là sont en zone grise. Et on veut éviter cette idée de tout est absolument bon, tout est absolument négatif, blanc, noir, noir, blanc. Ils sont dans la zone grise.
Moi, j'en ai une question. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'un plan 504 ou un IEP au Canada? On appelle ça un IEP au Canada en anglais. IEP. Est-ce que je peux continuer à parler un petit peu? Oh oui. Bon, un enfant en école élémentaire ou à l'école secondaire ou même à l'université, il peut y avoir des accommodations accordées à l'étudiant. Pouvoir, par exemple, écrire l'examen seul dans une pièce au moment qui leur convient ou avoir plus de temps pour faire l'examen, de pouvoir remettre des travaux un petit peu plus tard là, c'est pour l'université aussi, là, on a ça. Ce sont des accommodations. Et quand ils arrivent, par exemple, à un moment où ils conduisent un véhicule, ils peuvent avoir aussi permission de se stationner plus près de leur salle de classe. Ça, vous devez vous adresser aux services, aux étudiants ou les services d'orientation dans les institutions scolaires en question. Vous avez parlé d'accommodation aussi. Pour ceux qui ont la colite ou la maladie de Crohn, vous pouvez être accommodé aussi pour demander, par exemple, une résidence qui a une toilette privée ou avoir une chambre à coucher ou une chambre privée pour éviter de la partager avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une autre question. Est-ce que je peux en poser une autre, ça va? Je pense pas que c'est contre ça enfreint les règles. Je sais pas si vous avez parlé de deuil tout à l'heure. Grief en anglais. Je pense que, moi, j'avoue, moi, je travaillais dans un domaine où on parlait de deuil fréquemment et ça m'a pris un moment avant de comprendre comment je me suis senti quand mon fils a été diagnostiqué. Et ça peut être difficile d'y faire face. Et ça peut survenir à l'improviste puis nous mordre au derrière là, tout d'un coup. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, moi je me rappelle une fois, je me cachais dans une épicerie. J'étais dans une épicerie, un supermarché, je me cachais pour éviter de parler à quelqu'un. Oui, ça aussi, ça fait partie de la réalité. J'en parle du deuil parce que je me dis, si il fallait que vous interprétiez ce qui se passait quand vous étiez très triste ou très frustré de votre réalité, votre situation, si vous vous traitiez comme une personne en deuil, peut-être que vous vous donneriez un petit peu plus de marge de manœuvre. Vous seriez peut-être plus empathique à votre propre égard et vous pourriez permettre les émotions d'exister pleinement, la tristesse, la frustration. Nous, les parents, on est si occupés à faire toutes sortes de choses, on peut perdre de vue ces choses-là. Et oui, c'est une question vraiment d'un deuil. Peut-être que vous êtes en deuil de toutes les autres versions de la vie de votre enfant, ou votre propre vie, ou votre vie familiale, qui auraient pu être, mais qui ne sont plus votre réalité aujourd'hui, parce que tout nécessite plus d'efforts. Quel conseil avez-vous pour guider nos enfants dans ce deuil? La perte de ce qu'ils entrevoyaient comme vie et ce n'est plus là, c'est plus ça leur vie. Il faut se permettre. C'est mieux que ça sorte plutôt que d'encabaner ces sentiments-là, ces émotions-là. Il faut leur permettre d'être tristes et d'être frustrés, que ces émotions-là sont acceptables. Il faut les rassurer comme quoi, tous ensemble, en tant que famille, on peut être triste, mais on peut être triste tous ensemble. Et le jeune n'a pas besoin de cacher sa tristesse ou sa frustration. Et je peux vous dire que les jeunes ont tendance à traiter ces émotions-là en bloc, surtout les jeunes enfants. Vous remarquerez peut-être que vos enfants sont très tristes, la mine basse, et ensuite, 5 minutes plus tard, ça va bien, ils sourient à nouveau. Croyez-les, c'est parce qu'ils passent comme un bloc, un moment là où ça va mal, et oups, ils ressortent de cet état d'esprit-là, et ils y retournent un petit peu plus tard, et c'est normal, ils oscillent comme ça. Donc, le deuil, c'est simplement de se donner la permission de vivre ces émotions-là. Et avec les jeunes, je leur demande comment voulez-vous
quelles sont les choses qui valent la peine? Parce que les jeunes vont certainement faire des choses dans leur vie et après ça, ils vont perdre une journée ou deux par épuisement après ça. Mais si ça vaut la peine pour eux et ils ont réalisé quelque chose qui était important pour eux, quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire depuis un bout de temps, ben, s'ils peuvent garder en tête le pourquoi ils font certaines choses, ça peut être très motivant. Nous, en tant que parents, est-ce qu'on peut les aider lorsqu'ils ont un sentiment d'échec, de abandonner leurs attentes, les attentes qu'ils avaient avant la collagite? Oui, c'est ça. J'essaie de penser comment je peux décrire ça, parce que finalement, c'est cette notion, ben, face aux défis de la vie, des fois, je demande aux enfants, je leur dis, mettons qu'il y a comme un point tournant à l'école, là, et tu rencontres un nouvel étudiant à l'école. Et comment décrivez-vous cette personne-là? Et puis, si quelqu'un vous décrivait, vous, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous ferait sentir que vous êtes formidable, que vous êtes un winner? Est-ce que c'est la fiabilité, l'amabilité, l'intelligence, la capacité de faire rire les gens? Et on encourage le jeune. Comment tu t'es présenté à l'école? Est-ce que tu t'es présenté comme quelqu'un de fiable? Et bon, le problème, c'est que la fiabilité, si on est malade et puis que quelqu'un n'apparaît pas à l'école, le jeune n'apparaît pas à l'école parce qu'il a été malade ou épuisé, il peut être fiable quand même. Mais est-ce que tu t'es présenté de façon courageuse ou parce que finalement le résultat définitif est moins important. L'important, c'est comment le jeune est arrivé dans la salle de classe. Est-ce que le jeune est arrivé avec humour, avec humilité, en toute confiance de ses moyens? Comment le jeune s'est présenté à l'école, par exemple, ou ailleurs dans la vie? Parce que ça peut changer l'accent sur cette notion, cette question à savoir est-ce que j'ai failli ou est-ce que j'ai réussi? Parce que si l'étudiant arrive pour prendre un examen bien préparé, à l'heure, fiable, tout ça, que l'examen se passe bien ou pas, au moins c'était une réussite parce que sur la durée d'une vie, ça va contribuer à une vie plus riche, riche de sens notamment. Comment est-ce qu'on peut les encourager à profiter ou utiliser leur accommodation lorsqu'ils ne veulent pas se sentir différents des autres? C'est souvent le cas avec les ados. Souvent, les gens se posent la question à savoir pourquoi les ados veulent être avec la gang et ressembler à tout le monde dans la gang. Parce que des fois, ça peut jouer contre eux. Qu'est-ce qui aiderait à faire en sorte que ces choses-là sont plus faciles à accéder? Peut-être qu'ils ne veulent pas écrire leur examen ailleurs que ailleurs que l'endroit où tous les étudiants écrivent leur examen et à ce moment-là. Quoique souvent, les autres étudiants sont jaloux parce qu'ils ont des adaptations, des accommodations qui leur facilitent la vie aux yeux des autres étudiants. Mais il s'agit d'être créatif et puis d'essayer de trouver des façons, comme c'est le cas avec beaucoup d'ados parfois, c'est qu'ils ont besoin de vivre cette expérience et puis ils se disent, oh, j'aurais aimé ça, avoir cette accommodation-là, ça n'aurait pas été une mauvaise chose finalement. Alors parfois, il faut qu'ils soient privés d'accommodation pour se rendre compte que ça aurait été favorable ou refuser les accommodations ou les accepter. La transition. Des conseils sur la transition. Ça peut être tellement difficile pour ceux qui la vivent. On recevait un appel le vendredi après-midi, et puis là, OK, je ne suis plus dans ce programme, ou je ne prends plus ce médicament. Et nous, on commence, afin d'avoir des groupes pour les 10-11 ans, où on parle de vivre avec le CSC ou la MICI.
Puis l'idée, c'est de les amener à en parler et à en parler lors des rendez-vous avec les médecins. Amenez-les à en parler le plus rapidement parce que si vous pouvez les faire pratiquer puis qu'ils peuvent faire une erreur pendant qu'ils vivent toujours avec vous, ils peuvent régler le problème plus tard. Plus ils deviennent indépendants, même lorsqu'ils vivent sur votre toit, peut-être très utile d'un point de vue préventif. Et lorsque c'est possible, laissez-les répondre en premier. Et s'il y a une question, et puis combler les lacunes. Plusieurs personnes qui sont spécialisées dans la médecine, même avec les jeunes adultes, vont permettre aux parents d'être dans la salle si vous le demandez et si l'ado le demande. Puis, je crois que les gens peuvent être plus flexibles à cet égard. Mais c'est vraiment un changement avec toute la préparation, avec tous ces nouveaux navigateurs pour les patients qui sont de plus en plus utilisés, j'espère. Plusieurs de ces choses peuvent être médicamentées. Je dois dire que même dans le cas de gens avec, qui ont vécu une bonne transition, il tend toujours d'y avoir ce moment où on est dans la salle d'attente, dans un hôpital pour adultes, les gens autour de vous sont plus vieux, vous avez ce moment et vous dites, ah, c'est différent. Et je ne plus trop, c'est plus trop à quoi m'attendre. Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise transition, que ça ne va pas bien. C'est simplement ce moment où on reconnaît que c'est difficile parce que c'est difficile. Ce n'est pas difficile parce qu'on fait quelque chose de mal. Et vous n'êtes pas seul pour qui c'est difficile. C'est très dramatique, ce bruit. Ça, c'est notre 5 minutes, notre 5 minutes. Alors, pour une transition, ben, on doit faire ce qu'on peut à l'avance pour la préparer. Puis il faut savoir que dans les moments même, c'est normal de se sentir un peu comme étant un chevreuil devant les fils d'une voiture. En ce qui concerne l'appel que vous recevez le vendredi, ben, c'est là qu'on se demande bien, est-ce qu'il y a une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 ou une pharmacie peut obtenir une de médecin pour vous couvrir pour le week-end? Et ça, c'est peut-être une des leçons qu'ils ont apprises. Je vais poser une autre question. Pourriez-vous nous parler de votre programme de pair à pair et est-ce que vous avez appris de la valeur du soutien par les pairs? Ah oui, j'adore le soutien par les pairs parce que finalement, même si j'ai réussi à travailler avec des jeunes qui ont des maladies chroniques, surtout domicile, je ne vais jamais vraiment comprendre. Et je crois qu'ultimement, le soutien par les pairs, c'est la partie des soins de santé qu'on ne peut pas avoir autrement. D'être avec des gens qui comprennent la situation, qui peuvent s'identifier avec et qui peuvent vous enseigner des choses. Pendant mon fellowship, je ne dirais pas ça fait combien d'années, j'avais créé un programme de pair à pair où on forme les jeunes adultes. On est pendant un week-end. Je fais ça par exprès pour qu'ils puissent être connectés et puis se connectent avec d'autres jeunes, plus jeunes. Lorsqu'on a commencé, c'était comme des appels sur Skype, mais maintenant on utilise toutes sortes de choses, de textos, etc. et WhatsApp. L'idée, c'est de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui comprend, qui est un petit peu plus en avance que vous. On examine exactement ce dont il parle. Et c'est ça la partie euh, qui m'émeut tellement. Parce qu'un quart du temps, ils parlent des effets de la maladie sur leur vie. Un quart du temps, ils parlent des stratégies pour être capable de s'adapter. Et le reste du temps, ils parlent simplement d'être des humains ou des ados ou des jeunes dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce que j'aurais espéré. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le CSP, il s'agit également d'être une jeune personne. Et ce sont des choses qu'ils ne pourront pas avoir de leur infirmière ou de leur médecin ou des professionnels de la santé. Alors, on était très chanceux avec notre programme de pair à pair. C'est là pu couvrir différentes maladies. Et plusieurs des comités comme celle-ci le font également. Chaque fois qu'on peut participer avec la communauté CSP, je suis également un membre du fan club. Alors, participez aux autres. Ils vont pouvoir vous écouter, vous entendre d'une façon que personne d'autre ne le peut.
Et je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour et bonne année Panostran de Richmond, en Colombie-Britannique. Mon fils a le CSP. Il a été diagnostiqué à l'âge de 18 ans. Il semble que c'était la chose la plus importante de sa vie à l'époque. Il venait tout juste d'être recruté par les New York Yankees et tout allait tellement bien pour lui. Et tout à coup, il a appris qu'il avait une colite ulcérative et ensuite le CSP et tout ça. Après cela, ben, tout s'est effondré pour lui. Mais maintenant, il a eu une vie tout à fait extraordinaire malgré les hauts et les bas. Il va avoir 38 ans cette année, donc c'est 20 ans plus tard. Il est marié, il a un enfant de 2 ans qui est tout à fait merveilleux. Alors pour moi, les PSC Partners étaient très importantes pour nous aider à vivre à travers cette situation. Je suis maintenant une membre du CA, j'ai été bénévole pendant longtemps. Je serais très heureux si quelqu'un d'autre voudrait nous aider avec la levée de fonds parce que je travaille dans ce domaine aussi. J'en parlerai un peu plus. Mais cela m'a aidé dans mon cheminement avec le CSP. Ça nous permet de faire quelque chose qui est constructif, aide à lever des fonds pour aider les chercheurs qui font tellement de travail. Et ce sont toutes ces choses qu'on a apprises aujourd'hui. Laissez-moi m'orienter ici. Nous apprécions tellement nos conférenciers et conférencières aujourd'hui pour avoir pris le temps de leur temps s'y occuper. C'est tout à fait extraordinaire la façon dont ils utilisent leur samedi pour venir nous parler et nous communiquer des connaissances. Et ces connaissances nous donnent espoir. Alors, merci à vous tous et toutes qui avez posé des questions au cours de la journée, d'excellentes questions, et aussi pour votre participation dans le groupe de pairs. C'est très rare qu'on ait l'occasion de parler du CCSP pédiatrique ensemble, et tout le monde a sûrement apprécié ce temps. Alors, qu'est-ce qui s'en revient? On espère qu'en 2025, nous aurons ce qu'on appelle un événement de traduction de connaissances. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui également, c'est-à-dire qu'on s'accapare les connaissances dégagées par les études, puis on les traduit dans un langage que nous pouvons plus ou moins comprendre. Certains d'entre nous peut-être mieux que d'autres. On ferait cela avec des gens de tous les âges. On espère que ce sera en 2025 et en 2026, nous aurons un autre événement pédiatrique et on espère que vous viendrez à, à la conférence des partenaires PSC de Phoenix en grand nombre. Il y a un soutien pour, si vous avez besoin d'un soutien financier pour voyager. Voici toutes les ressources que vous pouvez obtenir par PSC, PSPRC Partners. Allez aux deux sites, PSC Partners Canada et pscpartners.org. Et si vous voulez avoir un soutien pour le mentorat, des groupes de soutien Facebook, des salles Zoom pour les ados et les parents, vous pouvez voir également ce bulletin. Assurez-vous d'utiliser toute l'information disponible. On aimerait beaucoup si vous nous aidiez à remplir notre mission en vous portant volontaire, faisant du bénévolat, en conscientisant les gens sur le CSP. Si je parle à quelqu'un de la condition de David, je ne dis pas simplement qu'il a une maladie du foie. Je m'assure de dire le CSP aux cholangite sclérosante primitive. Plus on entend ces mots, et plus cela sensibilise la communauté. Trop d'entre nous nous sentons esselés, comme si nous étions les seules personnes. Mais si on pouvait commencer à réseauter, nous devenions davantage conscients qu'il y a beaucoup d'autres gens comme nous. Vous pouvez m'aider et d'autres avec la levée de fonds et partager toutes les idées que vous avez. On a un encamp tous les 2 ans. Si vous voulez venir me parler après pour nous aider, faites-le. Et bien immédiatement, cela commence le 1er juin. Pendant tous les mois de juin et juillet,
Tout le monde dans cette salle peut participer dans Walk 83.01, une marche que vous pouvez prendre où là vous habitez, n'importe où vous habitez et avec qui vous voulez, de quelque façon que ce soit. Vous pouvez vous engager peut-être à faire 83,01 km en marchant ou en bicyclette. Quelqu'un s'était engagé à marcher 83 un coin de rue parce qu'il y avait plus de problèmes avec les distances. Mais décidez ce à quoi vous voulez vous engager, peut-être en tant que famille. Chacun prendra peut-être 30 kilomètres, ce que vous voulez. Ensuite, demandez à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail de vous soutenir. Et n'ayez pas peur de leur demander. Je sais que c'est difficile, mais on a des lettres sur le site web que vous donnez des idées sur la façon de demander. Et les gens veulent aider. La plupart des gens aiment faire des dons à quelqu'un. Pourquoi pas pour aider les personnes qui ont une maladie rare? Tout l'argent va à la recherche. Ça ne va pas à toutes sortes de frais supplémentaires comme plusieurs des autres organisations plus larges. Alors, j'espère que vous ferez preuve de créativité, que vous trouverez des moyens de participer dans cette marche et allez en ligne à PSC Partners Canada si vous êtes Canadien, si vous êtes Américain, allez sur le site web américain pour faire des choses de la meilleure façon possible, puis ils seront tout présentés pour vous. Est-ce qu'on peut simplement donner? Oui, bien sûr. Certains d'entre vous ne voudrez peut-être pas commencer à mettre up une équipe, mais vous pouvez toujours donner. Quelqu'un a suggéré que le don minimum de 83,01 $, ce serait tout à fait excellent, mais n'importe quelle somme sera appréciée. Et le 83,01, oui, c'est le code utilisé par les médecins aux États-Unis. Inaudible. Ah, c'est l'identifiant du CSP. C'est pourquoi on utilise ce chiffre-là. On va continuer. Merci à tout le monde qui a rendu cette conférence possible. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. J'aimerais mentionner Jessica et Mary. Les deux ont fait un boulot extraordinaire pour que tout ça puisse se réaliser. Ensuite, cette liste de tous les gens qui ont travaillé ensemble pour aider. Merci à tout le monde qui a participé. Et ceux d'entre nous qui n'avaient pas participé cette fois-ci, ben, vous pouvez vous reprendre la prochaine fois. Et voici d'autres gens. Même le personnel au siège social des États-Unis nous a aidés. Il y a tellement de gens qui ont pu travailler ensemble. Merci. Encore davantage d'équipes audiovisuelles. Alors, merci Zoom pour la production Zoom, la photographie, également le site de la réunion. Beaucoup de merci. Et, et merci également à nos généreux contributeurs, tous ces gens que vous voyez ici. Et j'aimerais dire un merci tout spécial à Mirum, parce que ce sont eux qui offrent le bar à smoothies. Si vous allez à l'arrière par la suite, il y aura un bar smoothies. Et aussi, il y a une table à l'arrière. Si vous avez des questions à leur poser, si vous voulez en comprendre davantage sur la recherche qu'ils font. Je vais également donner quelques rappels. Albert sera dans la Sample Lamp si vous essayez la réalité virtuelle. Il sera toujours ici pour ça. Et aussi, si vous allez de 7h20 jusqu'à 9h pour le coin des ados, confirmé avec Mary ou Jessica. Et les parents sont les bienvenus à se tenir dans un autre endroit s'ils voudraient le faire. Quiconque a reçu euh, une bourse pour voyager, aller rencontrer Mary à l'avant de la salle près du podium lorsque j'aurai terminé. Alors, cette diapo, on va l'afficher à la toute fin lorsque tout le monde quittera. Parce que vous pourriez peut-être copier certaines de ces adresses. Ce sont des façons de vous connecter avec nous. Et finalement, laissez-moi terminer par dire merci. Le plus grand merci, c'est à vous tous et toutes, les patients CSP et la communauté des proches aidants.
Merci et bon retour. Bon, dans le bar des smoothies, de rester ouvert, vous avez également des espaces où vous pouvez vous tenir ensemble, discuter, socialiser ou essayer la vieille réalité virtuelle. Et merci pour être ici.